Je suis Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide, ancien professeur de l'éducation nationale. J'étais professeur pendant 13 ans. Et depuis 3 ans, je suis formateur en lecture rapide, technique d'apprentissage, mais plus précisément en lecture rapide. À la base, moi, je suis un gros lecteur. Depuis que je suis jeune, c'est quelque chose que j'ai développé à la fin de l'école primaire. Mais j'ai eu, un peu comme tout le monde, une phase de démotivation, en gros, parce que les outils de lecture que j'avais n'étaient pas adaptés à mon appétit de lecture. J'avais envie de lire beaucoup, mais le fait de savoir que ce livre-là, j'allais le lire en 3 jours, une semaine, ça me prenait la tête. Et après, le problème s'est aggravé quand j'ai été étudiant et que j'ai dû passer les concours, etc. Et il a fallu là que j'affronte beaucoup de documentation. Et j'y arrivais pas. Et je me suis dit, c'est pas possible que ceux qui arrivent, ce soit comme ça, facile, depuis qu'ils sont petits et tout. Je dis, il y a quelque chose. Et je cherche, et je tombe sur la lecture rapide. Et j'ai acheté ma première formation, un formateur, je l'ai payé sur un site de vente en groupé. Voilà, une formation à 19,90 € à l'époque. Voilà comment je suis rentré dans cet univers. En réalité, moi, je me suis entraîné pour les championnats de France qui ont eu lieu en janvier 2017. Et je me suis entraîné 75 jours. C'est-à-dire tout le janvier, tout décembre et une partie du mois de novembre. Et je me suis entraîné vraiment comme si j'allais participer au championnat du monde de championnat de France d'athlétisme ou de judo ou de karaté. Et moi, je viens aussi un peu du sport. J'ai fait pas mal de sport, pas mal de compétitions. Et j'ai adopté la même façon de m'entraîner que si j'allais faire mon sport, quoi. Et j'ai gagné les championnats de France, la première fois. Donc, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Quand j'ai gagné les championnats de France, donc après, j'ai rencontré les organisateurs et j'ai rencontré Michel Wozniak, qui a été le premier Français qui a fait une médaille au championnat du monde. Et il venait juste d'être primé, là, il y a le mois de décembre d'avant. Et en parlant avec lui, je lui dis voilà, moi, c'est marrant. Tout ça. Il me dit bah ouais, pourquoi tu fais pas et tout, c'est génial, vas-y et tout. D'accord, tu vois. Je vais à sa formation, je fais sa formation, je décide de m'inscrire au championnat du monde avec comme objectif juste de participer. Je me suis dit voilà, je pensais pas avoir le niveau, je me disais voilà, c'est pas. Il y a des gens qui vont venir de tous les pays, ça va être compliqué, c'est un univers, moi je connais le niveau un peu français, et puis même je ne connaissais pas tous les acteurs à cette époque-là. Donc je vais en Angleterre au mois de juillet 2017, parce que c'est en anglais la compétition, donc il fallait que je m'acclimate un petit peu à l'anglais, que je me remette un peu à l'anglais, au bouquinage et tout. Je m'entraîne, après je rentre septembre, je fais les formalités, je me suis pris la tête pour obtenir mon visa pour la Chine, c'était compliqué un petit peu. Et j'arrive. Et quand ils remettent on fait la compète et tout, donc je participe au championnat du monde de mémorisation, je me fais disqualifier parce que j'avais pas le matériel, je savais même pas qu'il fallait ramener du matériel. Je participe à la carte mentale, je sais pas, je gagne pas. Et lecture rapide, je dis bon voilà, il reste que ça, je vais rentrer chez moi dans la nuit, là juste après la compète, là je donne tout, donc je fais mon truc et tout. Et quand ils remettent les prix, je dis j'espère, je vais troisième, franchement, je serais trop heureux. Il dit le nom de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est raté, troisième. Je dis deuxième, là, bon, je serais content, mais bon, j'y crois pas. Il dit deuxième, un Américain. Voilà, je dis, c'est pas la peine, c'est complètement compromis, c'est pas la peine d'y penser. Et quand il dit le nom, j'ai eu 5 secondes d'hésitation et j'ai commencé à regarder dans le public la personne qui allait se lever en fait. Et celui qui était à côté de moi et qui filmait, il rigole. Il rigole, il fait « Oh Mohamed !» Il fait comme ça avec le coude et tout. Je dis « Ah non, c'est pas possible. » Donc là, je me lève et tout. Et voilà, non, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. Mais c'était une belle surprise. J'ai toujours voulu devenir professeur depuis que je suis jeune. Ça, c'est une chose que je dois à ma mère. Depuis que je suis petit, elle me dit « Ouais, j'aimerais bien que tu deviennes prof. » Et c'était naturel, en fait. C'était naturel. Et donc, j'ai passé les concours. J'ai eu. Je suis devenu professeur des écoles pendant 3 ans. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les publics les plus en difficulté. Et on sait que c'est dans le lycée professionnel, une partie du collège, et dans le lycée professionnel, qu'il y a un problème, surtout par rapport à la lecture. Par rapport à la lecture, par rapport à la vision de la lecture, ce qu'on s'imagine être la lecture.
Et une de mes missions que je me suis donnée quand je suis rentré, alors moi ça fait 13 ans que je suis enseignant, mais j'ai enseigné 9 ans au lycée professionnel, c'était de redonner le goût de la lecture et de la culture à ces élèves-là. Parce qu'on est dans un monde qui est, voilà, c'est factuel, c'est Facebook, c'est YouTube, etc. C'est facile d'éprouver du plaisir face à ces outils-là, parce que c'est hyper prenant, c'est très émotionnel avec les images, c'est très fort. Cependant, moi je ne pense pas qu'il y ait d'image plus forte que celle qu'on se crée dans notre tête. Et ça, c'était la mission que je m'étais donnée. Le fait de lire des mots et d'avoir le privilège de les interpréter comme on veut dans son cerveau, ça c'est un outil extraordinaire. Parce que quand voilà, je regarde une vidéo YouTube, elle est super, il y a de l'émotion, il y a des acteurs, il y a une mise en scène et tout, mais c'est l'interprétation de quelqu'un. D'ailleurs, on peut même faire dire des choses à des images. Pendant le montage, c'est un truc, et après, quand on le regarde, ça n'a rien à voir. Mais par contre, je vais lire un livre, je dis n'importe quoi, Le Seigneur des Anneaux, puisque c'est les bouquins les plus vendus, Les Seigneurs des Anneaux ou Harry Potter, quand on les regarde, c'est une interprétation, mais quand on le lit, les personnages qu'on s'est créés dans la tête, c'est autre chose. Et c'est ce truc-là, moi, qui m'a transporté quand j'étais jeune, que je lisais. Je lisais énormément de science-fiction, et le monde que je me suis créé avec... je me suis dit, bon, moi, je me le crée de mon côté, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais transmettre aussi après à mes élèves, et c'est ce que j'ai voulu, moi, faire à travers cette transmission. Ouais. Et le bonheur que moi, j'ai eu dans la lecture, je voulais que les gens connaissent, et surtout ceux qui n'avaient pas, entre guillemets, accès, ou dont l'accès, il a été un peu compromis, parce que, voilà, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes ceci, il y a des problèmes cela, et de leur dire que vos problèmes, il faut les mettre de côté, repartir à zéro, peu importe le niveau, et qu'on peut arriver à un meilleur niveau avec un peu de boulot et un peu d'effort. Je connaissais déjà la carte mentale parce que dans l'éducation nationale, c'est un des outils qu'on utilise, notamment pour les élèves en grande difficulté, mais c'était une dimension qui était présentée de manière un peu restreinte. Ensuite, quand j'ai rencontré Michel, et par la suite, je me suis rapproché un peu de Tony Buzan par l'intermédiaire de Michel. Donc j'ai acheté tous les bouquins de Tony Buzan sur le sujet, plus d'autres livres sur d'autres sujets annexes, un peu la carte mentale, et tout l'univers de la pensée visuelle. Et là, j'ai vu que il y avait une matière, il y avait tout un univers qu'on pouvait investir et le présenter aux élèves entre guillemets en difficulté. Mais même moi, par exemple, moi, quand je travaille dans la semaine, si j'ai les idées claires, je sais ce que j'ai à faire, je le fais très rapidement. Comme ça me fait 2-3 heures de travail dans la journée. Après, c'est fini, je ne travaille plus. Et quand, des fois, ça m'arrive d'être perdu dans mes pensées, dans mes projets et tout, je fais une carte mentale. Et ça me recentre tout de suite et je sais comment structurer ce que j'ai à faire dans la semaine. Je sais les différentes tâches, comment les mettre les unes par rapport aux autres. Quand je fais une intervention sur Internet, un webinar ou une conférence, je prépare ma carte mentale. C'est structuré et je ne fais plus le plan classique comme on fait à l'école avec grand 1, grand 2, grand 3, petit A, petit B. Non, c'est une carte mentale, il y a du dessin, il y a de la couleur. Mais à côté de cela, moi j'écris beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'adore. Et je trouve que c'est avec la lecture, l'écriture est l'exercice intellectuel le plus puissant qu'est l'être humain. Il est à sa disposition. Et donc là, pour tout ce qui est organisationnel, un peu du côté créatif et ludique, moi je déteste dessiner à la base. Mais vraiment, je déteste ça parce que j'étais très porté sur les maths et le français à l'école. C'était une perte de temps pour moi. Et là, je me retrouve là, j'ai 42 ans et voilà, je fais des dessins. Mes enfants font du dessin, moi aussi je fais du dessin. Le vrai bonheur, en fait, c'est quand tout le monde y trouve son compte. Je ne peux pas, moi, vivre bien alors que mon voisin il vit mal ou que moi je suis bien en tant que professeur, mais mes élèves vivent mal. Non. Et ça, c'est vraiment une des choses qui me... C'est le manque d'acceptation, de tolérance, de solidarité. Voilà. Et je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui me... Le fait de ne pas faire attention aux autres qui sont autour de nous. Voilà, là, on voit, bon, il y a de la misère partout, on ne va pas jouer dans le misérabilisme, mais quand même, voilà, des fois, tu es chez toi, tu fais attention, tes voisins, il ne faut pas faire du bruit, il ne faut pas les embêter, tenir la porte à quelqu'un. Mais franchement, moi, il y a un personnage que j'adore, c'est Jean-Claude Van Damme. Et il y a plein de gens qui se moquent de lui, tout ça, mais être aware, mais franchement, il a trop raison. C'est l'awareness, c'est l'attention permanente autour de toi, avoir un petit égard, tu vois, de tenir la porte à quelqu'un ou faire attention à un truc. C'est pas. Puis non, cet égoïsme de dire non, j'ai le droit de passer, donc je vais passer. Alors même, tu vois, laisse-le, c'est pas grave. Il veut traverser, toi, tu as le droit de passer, mais laisse-le traverser, c'est pas la fin du monde. Donc ça, ce fait
de tout le temps tirer la couverture vers soi en pensant que le bonheur, il est dans cet acte d'appropriation. Moi, je pense que si moi, je partage quelque chose avec quelqu'un, il y a une relation mutuelle et je pense que c'est un truc, c'est de l'énergie comme ça, positive, qui se répand autour de nous. C'est un monde qui serait bien meilleur. Déjà, avant de s'exposer au jugement et au ridicule des autres, de commencer à ne pas se juger soi-même et à ne pas se prendre et se dire oui, les gens vont penser que non, il n'y a pas de gens, il n'y a rien, il y a moi et mon projet. Et j'écris. Voilà, j'aimerais bien être le champion de ceci ou monter mon entreprise pour aider les chats sauvages en Amazonie ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu commences à l'écrire. Et après, le truc qui contacter des gens dans ce domaine-là et ils ont réussi dans ce domaine-là, ou un domaine similaire. Et tu vas voir qu'ils vont t'encourager. Ils vont te dire et tout ça. Bon, sauf les jaloux ou les gens qui n'ont pas le temps. Mais sur 10 personnes, et il y a un truc aussi, c'est la patience. Il faut patienter. La patience, c'est ce qui a fait qu'un projet il continue 10, 15, 20 ans après. Et d'autres projets qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils n'ont pas les résultats et ils ne réussissent pas. Mais ils devraient continuer quand même. Voilà. Mes profs, en termes de valeur, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Beaucoup d'entre eux sont décédés maintenant ou à la retraite. Et j'ai 2 profs que je voudrais particulièrement remercier. Madame Marchand, donc c'est ma voisine aussi. Et en fait, l'ironie du sort a voulu qu'elle parte à la retraite l'année où moi je suis rentré en fonction à l'Éducation nationale. Donc c'est une espèce de passation, donc symboliquement c'était fort. Et M. Bitam, Ilyes Bitam, qui a été mon professeur d'histoire-géographie quand j'étais en 3e. Et la première formation que j'ai organisée, j'ai eu une petite dizaine de personnes et je l'ai invité à l'occasion pour le remercier en fait. Et voilà, parce que c'était symboliquement quelqu'un qui m'a montré, c'était quelqu'un d'équilibré pour moi, parce que c'est un sportif, il était aussi un peu militant pour les jeunes, il était dans l'associatif pour les jeunes, il était enseignant d'histoire-géographie, et voilà, donc j'ai gardé une image de lui très positive et ça m'a donné envie de devenir prof d'histoire à la base. C'était un peu grâce à lui, voilà. Mais bon, il y aura tellement de gens que je devrais remercier que je pense qu'on n'a pas le temps. Même une semaine d'enregistrement, ça ne suffirait pas. Mais pour marquer un peu le coup, Madame Marchand, Monsieur Bitam, ma mère et mon épouse.